OK, ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, moi, je vous l'avais déjà dit, mon nom, c'est Sandy Larose et je vais présenter pour vous le cours de psychologie sociale que j'ai toujours présenté je sais pas, depuis 2012, je présente ce cours chaque année à l'Université d'État d'Haïti. Sauf que de temps à autre, à chaque session, j'essaye de changer un peu le cours parce que tout simplement, je souhaite pas donner le même cours que je donne à chaque année. Par exemple, l'année dernière, on avait vu une problématique et cette année, on va voir une autre problématique différente de ce qu'on avait vu l'année dernière. On verra quand même les concepts fondamentaux, comme c'est toujours le cas à chaque année, mais en plus de ces concepts fondamentaux, on estime que c'est très important, c'est même pertinent de trouver un moyen, à travers le cours, de vous introduire à des notions importantes non seulement en psychologie sociale, mais aussi des notions, des problématiques aussi qui concernent notre société, la société haïtienne. Donc, en ce sens, cette année, d'entrée de jeu, je vous dis que cette année, on va se concentrer sur la problématique de la violence sociale politique. Donc, c'est-à-dire la problématique centrale du cours de cette année, ça va être le rap, la violence sociale et politique. Le rap, la politique et la société. Donc, ça va être quelque chose de ce genre. Autour de cette thématique, je vais vous présenter le syllabus, vous le verrez tantôt. On verra, autour de cette thématique, on va avoir des travaux à soumettre, mais aussi un colloque qu'on va présenter ensemble. Donc, je vous parlerai de ça de plus en détail tantôt. Mais juste pour vous dire que c'est un cours vraiment pas comme les autres, hein, pas comme les autres pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai pas envie de faire un cours, je dirais, qui n'apporte rien, parce que déjà, c'est pas très motivant de faire un cours, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation, mais aussi, si un cours ne peut pas répondre à des enjeux de société, je pense que ça vaut pas la peine de le faire. Moi, c'est pour ça, de mon point de vue, un cours de psychologie sociale, c'est un prétexte pour questionner la société, pour discuter des enjeux de société et notre société en Haïti, mais aussi de questionner ce qu'on appelle la société monde. Donc aujourd'hui, c'est la problème, c'est l'enjeu, c'est la guerre. Donc on aurait pu, naturellement, on aura la chance aussi parce que vu que on parlera beaucoup de, de, de la violence, ce sera une occasion de parler aussi de la violence au niveau mondial. Donc, tout le monde se définit aujourd'hui à travers la violence et le langage de la violence qui, on dirait, est compréhensible. Donc, et comment, même dans une perspective qu'on essaye d'être violent pour se présenter, la présentation de soi comme être violent, comme pays belligérant, mais on arrive quand même tout de même à motiver des gens, à motiver d'autres personnes pour venir, en tout cas pour aller faire la guerre avec nous en même temps. Par quels moyens? Comment fait-on, par exemple, pour convaincre du monde d'aller faire la guerre avec nous? Comment on fait? Donc, mais c'est la psychologie sociale à la réponse. C'est-à-dire, euh, pour ramener des gens à croire dans dans le narratif de la guerre, il faut ce qu'on appelle il faut la fabrique donc du consentement. Il faut pouvoir fabriquer des consentements. Et comment fabriquer les consentements? C'est à partir des théories de psychologie sociale. C'est ramener des gens à faire ce qu'ils n'auraient pas pu faire en temps normal. La psychologie sociale, c'est défini comme la science de l'influence par excellence. Donc, vous verrez dans, dans tout ce qu'on verra, dans tout ce qu'on va voir pendant le cours, pendant ce cours, mais pendant les autres séances. Donc, c'est quand même très particulier, cette science qu'est la psychologie. Bon, maintenant,
on va revenir au cours. Euh, C'est-à-dire, moi, quand je fais un cours de psychologie sociale ou quand je fais n'importe quel cours, pour moi, c'est toujours important de se demander à quoi sert ce cours, à quoi sert ce cours, pourquoi faire un cours, pourquoi ne pas faire un cours, on pourrait ne pas le faire. Donc, le faire, c'est un prétexte pour questionner le social, pour discuter, pour comprendre aussi les enjeux de société. Donc, c'est, c'est à ça que moi, je dirais que ça sert à ça, la psychologie sociale, pour comprendre comment des gens arrivent quand même à influencer l'ordre social. Comment peut-on influencer l'ordre social, que ce soit à travers un groupe ou on arrive à le faire aussi à travers des relations inter-individuelles, interpersonnelles. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ça qu'on va voir à travers ce cours, mais aussi on aura la chance de discuter des enjeux très importants, des enjeux très importants de société, des enjeux politiques aussi, parce que la psychologie sociale se trouve, je dirais, à la frontière de la psychologie politique. Donc, moi, j'ai enseigné la psychologie politique à l'université Notre-Dame pendant des années, des années. Donc, c'est toujours difficile pour moi de faire la différence, une différence nette entre la psychologie sociale et la psychologie politique. Sur le plan épistémologique, j'y arriverai un peu plus, mais si vous me posez la question d'entrée de jeu, ça me prend vraiment beaucoup de réflexion pour arriver à dire c'est quoi la différence entre la psychologie sociale et la psychologie politique. Mais sachez que Serge Moscovici, il nous dit que euh, parler de psychologie sociale et parler de psychologie politique, c'est un pléonasme, parce qu'au fait, c'est la même science, c'est juste une orientation d'ordre épistémologique. Donc, bien. Bon, maintenant, dans le plan de cours qu'on verra, là, je vais le dire, je vais le présenter de manière synthétique, mais je vais vous présenter aussi le syllabus qui est prêt d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il est important de se demander, de se questionner sur la psychologie sociale. Qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale? Et puis, en quoi est-ce que la psychologie sociale constitue-t-elle une science? Pourquoi dit-on que la psychologie sociale, c'est une science? Donc, on verra pourquoi on peut dire que c'est une science ou on peut se garder le droit de dire que ce n'est pas une science. En tout cas, ça prend quand même, je dirais, ça prend un débat, c'est un débat ouvert de se demander en quoi est-ce que la psychologie sociale peut être considérée comme une science ou pas. Et puis, on veut aussi comprendre les délimitations épistémiques et même épistémologiques de cette discipline qui est la psychologie sociale pour comprendre comment on peut situer cette discipline par rapport non seulement aux autres sciences qui, qui émergent de la psychologie d'abord, mais aussi aux autres sciences voisines de la psychologie, telles que la sociologie, les sciences politiques, euh, la communication, etc. Donc, dans tout ce courant de pensée, comment on peut situer la psychologie sociale? Et ça nous amène aussi à se poser la question, un cours tel que la psychologie sociale, quel est son avenir dans le contexte, c'est-à-dire quel est l'avenir pour cette science dans le contexte haïtien, dans le contexte haïtien? Parce que si aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'on utilise la psychologie sociale depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien avant, on l'utilisait, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, on utilisait la psychologie sociale pour comprendre les problèmes sociaux dans les sociétés industrialisées. Mais on peut se demander pourquoi, par exemple, dans le contexte actuel d'Haïti,
où l'on en a plus besoin et il arrive qu'on donne l'impression qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, on est dans une phase où le pays est envahi par des gangs armés, où les gens qui dirigent le pays, ils nous prennent pour des cobayes, pour des rats de laboratoire, ils expérimentent sur nous, sur le peuple haïtien, toutes sortes de théories, des théories du chaos. Ces faiseurs du chaos qui expérimentent toutes sortes de théories mortifères et des théories qui tendent vers ce qu'on appelle la déshumanisation de la race haïtienne, de la nation haïtienne. Mais quel est l'avenir de cette science? C'est-à-dire, si nous, qui sommes à l'université, on n'en fait pas égard de cette science, on n'utilise pas assez pour comprendre la société, mais les gens qui dirigent le pays, je m'excuse de le dire, écoute, ils utilisent, ils en abusent de la psychologie sociale. Je ne sais pas s'ils le font consciemment ou inconsciemment, ça, je ne peux pas vous donner la réponse. J'aurais bien envie de vous donner la réponse, mais je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que l'expérimentation du chaos en Haïti est quelque chose qui est planifié dans un laboratoire, tellement vrai que, par exemple, on peut, si on veut prendre n'importe quel cas de, 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 de déshumanisation, par exemple, ou n'importe quel cas de polarisation de la politique, ou n'importe quel cas de corruption, la façon dont on nous fait, on nous amène à habituer à la misère, à la corruption, etc. Donc, ou aux gangs armés, c'est quelque chose de bien planifié qui s'inscrit dans un plan stratégique de manipulation de masse et qui est étudié dans les universités euh, à travers la psychologie sociale. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, si vous vous demandez pourquoi un cours de psychologie sociale, vous pouvez vous demander aussi pourquoi on ne donne pas un cours de psychologie sociale, mettons, à travers, pour les étudiants qui font la sociologie ou qui font d'autres disciplines, où la psychologie sociale s'avère importante. Parce qu'on ne peut pas comprendre la sociologie sans comprendre la psychologie sociale. Parce que beaucoup de phénomènes sociaux dont on étudie, on essaye de comprendre, on ne saurait les comprendre sans la psychologie sociale. Parce que la psychologie sociale, c'est cette science carrefour qui se situe et qui apporte ce qu'on appelle un interéclairage entre la sociologie et la psychologie. Donc, du coup, ce qui nous amène à comprendre qu'on ne peut pas comprendre le social sans le psychologique, mais on ne peut pas comprendre le psychologique sans le social non plus. Parce que quand on parle d'une société, quand on parle de ce qu'on appelle le socius, c'est-à-dire les relations, les rapports qui existent entre les gens, les individus dans un ensemble, c'est-à-dire ça prend aussi d'abord un individu pour que cette relation soit possible. C'est-à-dire la relation dont on essaye de comprendre quand on veut étudier les institutions, par exemple, les institutions politiques ou les institutions sociales, économiques, n'importe quelle forme d'institution quand on veut étudier, on étudie les relations sociales. En étudiant les relations sociales, on étudie aussi, sans le vouloir ou pas, l'individu. Parce que l'individu, c'est l'unité fondamentale, structurale de la société. On ne peut pas faire semblant de pouvoir étudier les institutions sans étudier euh, l'individu. C'est pour ça que l'on veuille ou pas, moi je le dis toujours, c'est que la psychologie sociale, ou les psychologues, on peut facilement les considérer comme des linteaux. C'est des linteaux dans le sens français ou haïtien du terme, c'est-à-dire que l'on veuille ou pas, écoute, on va passer en bas quand même. C'est-à-dire, il faut, c'est le pont, donc c'est le tremplin. Donc, on ne peut pas ne pas vouloir comprendre la société et puis on veut comprendre la société sans comprendre la dimension psychologique de l'humain, de l'individu. Donc, ça ne marche pas même. Donc, c'est très important, oui, de comprendre, d'étudier l'humain et d'étudier l'humain dans un contexte pluriel tel que la psychologie sociale va nous permettre de le faire. Donc, maintenant,
moi, je le dis souvent, très, très souvent, assez souvent même, à mes étudiants que quand on veut approcher une science, on ne peut pas se permettre de passer par la porte arrière, il faut passer par la porte de devant. Et passer par la porte de devant, c'est-à-dire il faut passer par la salle d'attente, la salle d'accueil, ou le salon si vous voulez, et le salon, c'est-à-dire la porte d'entrée, si on veut pas rentrer dans la science par contrebande, il faut il faut se demander en quoi est-ce que cette science constitue une science. C'est-à-dire, il faut passer par l'épistémologie. Et passer par l'épistémologie, ça nous amène à comprendre, à nous demander d'abord, c'est quoi l'épistémologie? L'épistémologie, c'est cette discipline qui étudie la science elle-même, c'est-à-dire c'est une réflexion systématique sur la science et réfléchir systématiquement sur la science, on va commencer par réfléchir sur notre science, la psychologie sociale. Donc, euh, c'est épistémologie à chaque fois parce qu'on va, à chaque fois qu'on va le répéter, on va le répéter souvent dans le cadre du cours, parce que ce cours, c'est un cours de psychologie sociale, mais avant tout, c'est un cours qui essaye de questionner les fondements de l'épistémologie, les fondements épistémologiques, pardon, de la psychologie sociale. Et parce que moi, j'imagine aucunement qu'on peut comprendre, qu'on peut étudier la psychologie sociale sans comprendre les dimensions épistémologiques, comprendre les dimensions philosophiques de la psychologie en soi, mais aussi de la sociologie. Donc, c'est-à-dire, on va pas s'éloigner, on va pas se le cacher. Si vous avez des lacunes en psychologie, en épistémologie, pardon, c'est le moment de combler vos lacunes, c'est le moment de combler vos lacunes. Je vous passerai quelques textes à lire donc, pour comprendre, parce que quand on va parler de Kuhn, quand on va parler de la question de la falsification dans la science, c'est-à-dire si c'est pas falsifiable, c'est pas scientifique, c'est-à-dire ces langages-là, vous devez être familier avec quand on va parler de, 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 de distance épistémologique, quand on va parler d'obstacles épistémologiques dans le sens de Bachelard du terme, de Gaston Bachelard. Donc, vous devez être genre, sensible à ces modèles de réflexion quand on va parler de monisme ou de dualisme en sciences, en philosophie, mais aussi qui explique toutes les relations humaines et sociales, notre rapport avec le divin, pour ceux qui sont chrétiens, chrétiennes ici, pour ceux qui sont vaudouisants, vaudouisantes, ou musulmans, ou peu importe, ou athées, vous vous inscrivez sans vous ne le saviez pas dans cette dynamique-là, dynamique, cette pensée épistémologique que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez bien comprendre les, les sciences humaines et sociales. Bref, ça prend un peu toute cette gymnastique, cette dynamique pour comprendre le cours. Écoute, c'est le moment où jamais, moi, je vous invite à lire, à aimer la science et à vous familiariser avec certains auteurs que vous allez entendre rien que dans ce cours. Et après, peut-être que vous allez les oublier, tant mieux si vous voulez, mais faites comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que pour réussir le cours, il va falloir lire beaucoup de textes pour moi, parce que moi, j'adore beaucoup les étudiants qui lisent. Donc, bon, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que l'épistémologie est formée de deux mots savants. C'est épistémé, qui signifie connaissance, mais connaissance qui est réglementée, structurée, propre à un groupe social. C'est aussi la conception du monde, une vision globale du monde, mais aussi logos, qui vient du grec ancien, qui signifie discours, parole. Donc, c'est-à-dire, c'est la science de la science. C'est le discours structuré sur la science. Ou, en d'autres mots, ce serait cette discipline qui se place comme l'arbitre de la science. L'épistémologie, c'est ça. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas un cours sur l'épistémologie, sinon j'aurais dû vous parler aussi de la gnoséologie, qui serait cette discipline qui est aussi une discipline, je dirais, complémentaire à bien des égards par rapport à l'épistémologie, mais qui, cette discipline s'occupe plutôt, elle, de toutes les connaissances, sauf les connaissances scientifiques. Mais là, on va se fier à l'épistémologie pour comprendre la dimension
scientifique de la discipline dont on est en train d'étudier dans le cadre de ce cours. Donc, ça nous amène à, à poser les bases pour le cours. Donc, c'est-à-dire, quand on parle, pour qu'on parle d'une discipline, on va le dire autrement, pour qu'on parle d'une discipline scientifique, il faut qu'il y ait d'abord un objet d'étude dans le cadre de, 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 de la psychologie sociale. L'objet d'étude, c'est l'influence sociale. C'est-à-dire, en d'autres mots, si je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu dis la psychologie sociale, avant toute chose, étudie l'influence sociale. C'est ça. Donc, l'influence d'un individu sur un, l'influence d'un individu sur sa famille, l'influence d'un individu sur sa classe, dans la société, dans sa faculté, dans son université, etc. Donc, mais c'est comment un individu arrive à influencer un autre individu ou un groupe arrive à influencer un autre groupe et vice-versa. En d'autres mots, c'est-à-dire l'objet principal de la psychologie sociale dans ce cas-ci, c'est l'influence. Donc, pour l'objet, quand on parle d'objet en science, on parle d'un phénomène où on parle de quelque chose qu'on veut comprendre, entre autres mots. C'est-à-dire, euh, la biologie étudie la vie, par exemple. C'est le phénomène que la biologie étudie, le phénomène auquel la biologie s'intéresse, c'est la vie. D'accord? euh, c'est ça. Donc, chaque science euh, a un objet. La sociologie étudie la société. Donc, la psychologie étudie le comportement et les processus mentaux supérieurs. Donc, la psychologie sociale se détache un peu de la psychologie pour devenir une science à part entière et qui a son objet d'étude aujourd'hui et qui se démarque à bien des égards de la psychologie. Et vous allez voir pourquoi, tantôt, elle se démarque et elle prend son autonomie pour se constituer comme une discipline autonome. Donc, si le premier objet, alors, je veux dire, le premier élément, c'est la, l'objet, c'est-à-dire le premier élément fondamental pour qu'on puisse parler de science, c'est avoir un objet. Le deuxième élément serait la théorie. La théorie, c'est-à-dire ensemble des explications rationnelles qui fonctionnent, qu'on donne sur l'objet. C'est-à-dire quand on étudie quelque chose, il faut construire un narratif, un discours structuré à partir des concepts, c'est-à-dire des représentations qui nous permettent d'expliquer ce réel. Donc, c'est ça la théorie. La théorie, c'est l'ensemble des concepts qui sont structurés d'une façon telle qu'on peut expliquer quelque chose avec cette explication. Bon, maintenant, après la théorie, en psychologie sociale, pour faire le lien rapidement pour vous, c'est-à-dire en psychologie sociale, on a beaucoup de théories. On a beaucoup de théories. On a la théorie d'influence, on a la représentation sociale, on en a tellement de théories sur les dynamiques de groupe, etc. Sur la soumission à l'autorité, on a beaucoup de théories. Donc, les théories sont nombreuses en psychologie sociale. Et puis, enfin, on a la méthode. Oui, la psychologie sociale a sa méthode. Donc, elle a sa méthode. Et puis, non seulement elle a sa méthode, elle a aussi toute son épistémologie. Donc, c'est-à-dire, elle arrive à conjuguer un objet, des théories et des méthodes qui permettent d'expliquer comment l'influence sociale est-elle possible dans un monde possible. C'est-à-dire, quand on veut mener une recherche en psychologie sociale, on va mobiliser l'objet, on va mobiliser la théorie ou des théories, et puis on va mobiliser la méthode. Et c'est ces trois éléments qui, je dirais, sont interreliés, qui fonctionnent, qui s'articulent pour donner ce qu'on appelle
sa lettre, pour donner sa lettre de noblesse à la psychologie. C'est ces éléments qui donnent la lettre de noblesse à la psychologie sociale pour faire en sorte qu'on puisse parler d'une science à part entière, d'une science autonome. Donc, on peut dire que la psychologie sociale, c'est une science autonome, donc qui mobilise les trois piliers épistémiques, c'est-à-dire l'objet, la théorie et la méthode. Bien. Euh, Maintenant, il faut dire que tout est parti de quelque chose quand même, de quelque chose. Donc, il y a, je veux dire, l'une des premières expériences qu'on a réalisées, c'est sur la facilitation sociale. Donc, l'une des premières études qui a été menée aux environs 1897, où il y a quelqu'un qui s'appelait Norman Triplet. Il était un petit peu passionné des courses, des courses à vélo, là, à bicyclette. Et puis, qu'il observait, il observait que on dirait que quand il y avait du monde pour encourager les coureurs, les cyclistes, on dirait qu'ils pouvaient aller plus rapide que s'il n'y avait personne pour les encourager. Donc, de là, il formule l'hypothèse que les gens, dans une compétition ou dans la vie en général, peuvent être influencés par autrui. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un, quand on est en présence de quelqu'un, on subit son influence. Que, écoute, que la personne veuille ou pas. C'est pas parce que la personne essaye de nous influencer forcément qu'on est influencé. La personne pourrait, dans son ontologie, dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter, écoute, on dit comme les Africains, la personne ne te calcule même pas. Mais pourtant, la présence, c'est la présence d'autrui qui pourrait contribuer à, à faciliter un peu, de manière positive ou négative, euh, notre performance. Donc, s'il vous demande de chanter, si quelqu'un sait chanter ici, la personne pourrait chanter chez elle, seule, peut-être avec sa gang d'amis, et ça chante seule, ça chante bien peut-être. Et puis, on dit, bon, écoute, il va y avoir un professeur de musique qui va être là. Et puis, on veut voir si vous savez vraiment chanter. Donc, ça pourrait euh, positivement ou négativement influencer la performance de la personne. Tout comme, par exemple, si tu sais jouer au soccer, par exemple, jouer au soccer en présence de, de ta blonde, de ton chum, de ton petit ami, c'est pas la même chose que jouer juste avec les potes avec lesquels on a l'habitude de jouer. Juste le fait que ton chum ou ta blonde t'observe, te regarde, ton conjoint ou ta conjointe t'observe, te regarde, ça peut influencer ta capacité, positivement ou négativement. Et c'est ce que Norman Triplet essaie de nous expliquer dans sa théorie. Bon, qu'est-ce qui conclut? Il dit ça, en fait, on peut avoir une influence positive lorsque l'individu maîtrise la tâche, et l'influence peut être négative lorsque l'individu est peu compétent dans ce que l'individu fait. Donc, la réponse de Zonjak, c'est comment la présence d'autrui peut-elle agir tantôt positivement, c'est-à-dire ça a un effet facilitateur, ou tantôt négativement sur notre rendement. Et la réponse qu'on donne, c'est que la présence d'autrui augmente l'état d'activation et cela facilite les réponses dominantes, c'est-à-dire dans la maîtrise de tâches, dans les compétences sociales qu'on a par rapport à ce qu'on fait. Et puis, ça peut aussi inhiber plutôt les réponses non dominantes et les tâches complexes. Donc, c'est-à-dire la présence d'autrui en fait, peut influencer soit positivement, soit négativement quelque chose qu'on fait ou qu'on savait faire. Bon, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, hein, on comprend que la psychologie sociale, c'est la science qui étudie l'influence. On va le répéter sans cesse jusqu'à ce qu'on incarne ça dans votre cerveau. Donc, il y a la théorie, il y a Bern et Baron qui nous dit que le domaine d'étude
la psychologie sociale, et en fait, ils définissent ça comme ça, comme un domaine d'études scientifiques qui analyse la façon par laquelle le comportement, les sentiments, les pensées des individus sont influencés ou déterminés par les caractéristiques des autres ou par la présence d'autrui. Et Serge Moscovici, pour sa part, définit la psychologie sociale comme la science du conflit. La science du conflit entre la société et l'individu. Pour Moscovici, c'est que cette influence dont on parle, c'est ce conflit qu'il y a, cette tension qu'il y a toujours entre la société et l'individu. C'est-à-dire, moi, comme individu, que j'ai envie de faire ça, mais il y a la société qui me dit, mais non, on ne fait pas ça. Donc, en d'autres mots, son objet est l'ensemble des phénomènes ayant après à l'idéologie, c'est-à-dire, quand on vous dit, vous ne fumez pas, par exemple, vous ne fumez pas, on va le dire comme ça, en classe. Ben, il fut un temps, par exemple, on fumait et partout, on fumait dans les salles fermées, dans les salles, etc. Mais après, un moment, on dit on ne fume plus. Et quand les femmes ne fumaient pas, c'est très étrange. Et au XXe siècle, les femmes ne fumaient pas beaucoup. Très peu aux États-Unis, on les incitait à fumer. On faisait même appel à Edward Bernays, le neveu de Freud, qui est considéré comme le père des propagandes, le père de la propagande. Et on faisait appel à Edward Bernays pour trouver en psychologie sociale une théorie, en fait, une façon, un discours pour manipuler les femmes à fumer. Bon, il disait, écoute, on va les faire fumer, les femmes. Donc, on dit, écoute, fumer égale liberté. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez être libre comme femme, il faut fumer. Mais la deuxième chose, c'est que fumer vaut mieux que du sucre. Mais vous savez, le sucre, ça grossit. En d'autres mots, dans notre cerveau, ça dit que fumer, fumer, ça rend sexy. Donc, maintenant, il y a plein de grands posters, de billboards avec des femmes sveltes, ce qu'on appelle des femmes sexy, bien, avec des bikinis qui fument. Tout le monde a envie d'être à l'image de ces femmes, de ces femmes d'Hollywood, de ces femmes partout qui fument, avec juste on ne présentait jamais une femme, on va dire, très grosse qui fume. Donc, on présentait toujours des femmes, je dirais, sveltes, tu vois, avec des architectures corporelles impressionnantes qui fument. Bon, donc, c'est-à-dire, on amène les gens à fumer. Je vous explique la question de l'influence. C'est très important. Donc, il y a aussi Léans et Iservit qui nous dit que en fait, la psychologie sociale, c'est l'étude scientifique des variables et processus psychologiques déterminant la manière dont l'individu perçoit, mémorise, juge, agit sur son environnement. Mais si vous voyez bien la manière dont les individus perçoivent, mémorisent, jugent, tout cela, le but n'est, en fait, il n'y a pas d'autre but que arriver à s'adapter, mais aussi arriver à influencer son environnement. Donc, le point commun, c'est que l'individu est toujours analysé en relation de contexte social, de comportement, de cognition et des affects. Donc, la psychologie sociale, je l'ai toujours considérée, moi, comme ce qu'on peut appeler une science carrefour. C'est une science carrefour, c'est une science bâtarde aussi, une science carrefour. C'est une science carrefour, c'est-à-dire c'est une science valide, c'est une science où on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Et tout va rentrer là-dedans. Donc, d'abord, ça nous ramène à une définition synthétique de la psychologie sociale comme domaine qui nous permet d'analyser la façon dont les comportements, les cognitions, les affects de l'individu sont influencés par la présence d'autrui et par les caractéristiques de la situation dans laquelle elle est insérée. C'est-à-dire, on a d'un côté la présence d'autrui, de l'autre côté, on a le contexte social qui doit être pris en compte quand on analyse le comportement dans un contexte de psychologie sociale. Donc, dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on n'a pas encore dit, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment mobiliser, comprendre la psychologie sociale sans la philosophie. C'est-à-dire la philosophie est un domaine de connaissance très, très important en psychologie sociale.
parce que c'est la psychologie, c'est la philosophie même qui pose les bases des connaissances. C'est-à-dire, si vous n'avez pas eu, avant de venir ici, ou pendant que vous êtes à l'étude ici, 2 ou 3 cours de philosophie solide, donc vous risquez d'avoir un cursus bâclé. Parce que ça prend de la philosophie pour... La philosophie, c'est la base. C'est comme si vous êtes en train de construire une maison et puis vous commencez à monter le mur, mais vous faites pas... vous faites, en fait, c'est-à-dire vous faites pas un sol. Il faut vraiment en fait, poser les fondements de la maison. Donc, il faut monter le sol, il faut mettre du fer, du ciment et tout. Écoute, ça prend toute une manière de faire. Et c'est la philosophie qui vous donne les ingrédients pour monter, pour construire la base de l'édifice. Parce que vous savez, quand vous faites un baccalauréat, ce qu'on appelle une licence en Haïti, après vous allez faire une maîtrise, après vous allez faire un doctorat, c'est-à-dire vous allez prendre, je dirais, euh, vous allez courir le risque de construire un édifice. Ouais, c'est un édifice que vous construisez. Mais si vous construisez cet édifice, et puis, genre, un étage, une étage, 2 étages, 3 étages, 4, 5 étages, 7 étages, sans la base, ça va tomber. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à nos intellectuels, à nos savants idiots, là, qui ne mobilisent pas la philosophie. Il faut mobiliser la philosophie parce que vous ne pouvez pas faire un mémoire sans mobiliser la philosophie pour ce qu'on appelle le cadre épistémique de votre travail de recherche. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Il faut le faire. Donc, ça, c'est la philosophie. Ça prend la philosophie pour comprendre, par exemple, les trajectoires et dans quel cadre vous allez inscrire votre travail. Donc, mais en même temps, la psychologie sociale, ça prend de la philosophie pour comprendre, euh, euh, pour comprendre l'essence. Quand je parle d'ontologie, la dimension ontologique de l'être. Donc, il ne faut pas me dire que c'est la première fois que vous entendez ça, parce que ça risque de vous attraper pour comprendre le reste, c'est-à-dire la philosophie constitue la base pour comprendre le développement de la science. Et puis, mais la psychologie sociale, ça prend de la philosophie, ça prend de la psychologie, notamment de la psychologie empirique, la psychologie expérimentale. Ça prend de la psychologie expérimentale. Ça prend de la sociologie. Donc, il faut comprendre que la sociologie, on ne peut pas étudier la psychologie et, et fuir la sociologie. Et ne, tu vois, écoute, il faut avoir un cours, 2 cours, 3 cours de sociologie pour comprendre la psychologie sociale. Ça prend de la sociologie. Tout comme pour les sociologues aussi, ça prend de la psychologie pour comprendre les choses. Donc, tout comme pour vous aussi, ça prend de la sociologie. Il faut connaître au moins les b.a.-ba de la sociologie pour comprendre les dynamiques sociales. Et puis, c'est ça. Bon, ça prend aussi la biologie. Donc, parce que quand on va étudier certains phénomènes en psychologie sociale, on comprendra que ça nécessite l'explication d'ordre évolutionniste, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parfois, dans certaines recherches, on va mobiliser on va mobiliser des explications sur le cerveau cognitif. C'est-à-dire pourquoi les hommes ont tendance à fuir, par exemple, je dirais, le mariage, et que les femmes cherchent plus à se marier, par exemple. D'accord? Donc, euh, il y a une explication donc, biologique là-dedans. Pourquoi les hommes ça aime plus se promener que les femmes. Bon, on peut toujours dire, écoute, là, c'est une construction sociale. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre de construction sociale, on l'admet. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on essaye de trouver des explications d'ordre constructif, d'ordre constructif, comportemental et social, qui sont d'ordre biologique. Donc, je peux vous donner tellement d'exemples là, que euh, pourquoi on fait des choses. Et puis, les explications se trouvent dans le cerveau cognitif. Parce on est quand même des êtres qui ont suivi le cours de l'évolution, mais on reste des êtres qui, ne serait-ce que, par exemple, dans notre système limbique, nous expliquent tellement de comportements qui sont liés à, à notre biologie. Et vous savez, même, on a découvert récemment que même notre amour pour l'alcool, c'est-à-dire les hommes, les humains consomment l'alcool, mais notre vieux père de primates
consommer de l'alcool aussi. Donc, juste pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre qui sont d'ordre social, oui, mais qu'on pourrait trouver des explications dans la biologie, dans la biologie. Bon. Et puis aussi, il y a la communication. Donc, il y a la communication. Je pourrais augmenter la liste. L'anthropologie, donc, c'est important. La dimension culturelle, parce que la psychologie sociale, ça mobilise beaucoup de dimensions culturelles pour comprendre certains phénomènes sociaux. Donc, on ne peut pas les comprendre sans ces dimensions. C'est très important. Donc, en gros, ça prend tout ça pour comprendre euh, la psychologie sociale. Donc, ça nous ramène un peu à dire que finalement, on peut aussi insérer la psychologie sociale autour de deux grands pans. C'est-à-dire, ça peut être, vous savez que c'est une science qui se situe à bien des égards entre la sociologie et la psychologie, mais ça peut être le sociologique qui prédomine dans certains cas, et dans d'autres cas, ça peut être le psychologique ou le sociologique. L'un ou l'autre peut prédominer. Donc, mais quand on parle en fait, du psychologique, on fait référence au processus mental supérieur. La mémoire, la cognition, l'intelligence, la résolution des problèmes, la mémorisation, l'attention, etc., etc. Donc, des états mentaux aussi, la dépression, donc les comportements individuels, la perception, la mémorisation, le jugement. Et le plus sociologique, c'est les groupes, les interactions, les normes, les rôles, les statuts. Donc, pourquoi, quand quelqu'un est en uniforme, nous dit quelque chose ou nous passe un ordre, on est plus susceptible à suivre l'ordre quand la personne est en uniforme que si la personne ne portait pas d'uniforme. Donc, c'est cette dimension. Donc, c'est la question de rôle, de statut qui est propre, qu'il faut aller chercher chez les sociologues. Donc, il y a la culture aussi, l'idéologie. Donc, puis, on peut continuer à l'infini, l'identité, etc., que je n'ai pas mis ici, mais qui est quand même quelque chose de très important qui va quand même façonner beaucoup, beaucoup le discours, le narratif sur la psychologie sociale. Bon, en d'autres mots, on va dire que il y a d'abord, on va dire que la psychologie sociale, ça se repose sur la coexistence permanente entre la dimension sociologique et la dimension psychologique. Et l'individu influence l'autre, qui l'influence en retour, et cela se fait, je dirais, de manière continue dans ce qu'on appelle un mouvement récursif. C'est-à-dire, autant que A influence B, autant que B influence A. C'est-à-dire, autant que moi, comme enseignant, je peux vous influencer comme étudiant, mais c'est autant que vous allez m'influencer aussi. Et vous n'êtes pas obligé de le faire consciemment. C'est-à-dire, vous allez le faire, ça va être comme, on va dire, notre relation est une relation d'influence. On s'influence, euh, je dirais, bon gré, mal gré, on s'influence malgré nous, on s'influence comme on peut, mais ce qui est certain, c'est que on s'influence. Et puis, cela ne s'arrête jamais. Donc, d'abord, il y a l'individu qui influence la société, mais aussi la société qui influence l'individu. Et comme je l'avais dit, c'est indéfiniment. Et puis, il y a d'abord l'image hologrammatique, c'est-à-dire le tout est dans l'ensemble et l'ensemble est dans le tout. Donc, c'est ça. Et puis, autant que la société peut influencer l'individu, mais même l'individu le plus passif influence la société d'une certaine manière. Donc, pour revenir à la question d'influence, donc, il faut dire que, par exemple, en fait, si on prend l'exemple d'une prise d'otage, c'est un exemple qui pourrait illustrer bien la question d'influence, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lors d'une prise d'otage, on remarque que les otages, ça développe la plupart du temps un sentiment, un lien avec les ravisseurs, mais contre toute attente, c'est-à-dire
des personnes qui vous kidnappent, qui vous ont pris en otage, donc écoute, ces personnes qui vous prennent en otage, normalement, on ne s'attendait pas à ce que la personne qui est prise en otage va devenir amie, ou va même, il y a même des personnes qui vont jusqu'à protéger ces personnes. Ils ne citent jamais leur nom ou ils veulent rien donner comme information à la police ou aux autorités. Et là, on ne parle pas dans un contexte seulement d'haïtiens, là, de crise généralisée, là. On est vraiment dans un cas particulier des gens qui, entre guillemets, tombent, pourraient tomber en amour avec leur ravisseur et qui les protège. Donc, euh, c'est-à-dire, il y a un processus d'attachement réciproque qui peut se développer entre les ravisseurs et les otages. Et même dans des conditions d'extrême, c'est-à-dire là où il y a non seulement des prises d'otages, mais avec assassinat, avec meurtre, etc. En tout cas, toutes sortes je dirais, d'horreur qui pourraient nous amener à croire, mais non, écoute, jamais ces personnes n'auraient aucunement des liens, aucunement d'influence, mais il a été prouvé que l'influence sociale est là, et l'influence sociale est là telle que, par exemple, les ravisseurs aussi ils peuvent ou pourraient, dans certains cas, genre, tomber en amour aussi, genre, écoute, ils sortent dans le rôle de ravisseur pour jouer un rôle de père, d'amant, d'amour, en tout cas, de jouer des rôles qui n'ont pas été prévus là, et par ces gens. Donc, c'est un exemple là, pour vous montrer la complexité, non seulement de l'être humain, du genre humain, mais aussi de comment est-ce que la notion d'influence est très, très, très importante quand on parle quand on est dans l'explication des relations humaines. Donc, euh, il y a 4 niveaux selon Willem Doise. Willem Doise nous dit qu'il y a 4 niveaux importants à prendre en compte quand on parle de psychologie sociale. Quand on parle de psychologie sociale, d'abord, il y a ce qu'on appelle une dimension intra-individuelle. La dimension intra-individuelle, c'est l'organisation des perceptions et évaluation de l'environnement social par l'individu. Et ces interactions ne sont pas prises en considération. Donc, quand on parle de intra-individuel, c'est l'individu à soi-même quelque part. C'est c'est comme un processus, on va dire, de dédoublement de la personne. C'est le jeu et le moi. Le jeu et le moi qu'on utilise, qu'on étudie aussi en fait, quand on parle d'identité, surtout l'identité narrative avec Paul Ricoeur, c'est-à-dire une dimension où je me pose des questions. Est-ce que Sandy, tu as raison de faire ça? Non, je ne vais pas faire ça. Mais je me pose des questions. Mais même chez Sigmund Freud, il nous parle du conflit intrapsychique et dans l'explication des conflits intrapsychiques de Sigmund Freud, quand le moi, euh, le moi est là, se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut exécuter les désirs du ça, et le ça, c'est-à-dire les fantasmes, les désirs et les rêves, les interdits sociaux, d'accord? En tout cas, tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, le ça. Et puis, le surmoi, euh, qui représente, je dirais, euh, le guide, là. C'est c'est- 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 c'est, c'est tous les interdits sociaux. Le ça, c'est plutôt toutes les pulsions, d'accord? Et puis, le surmoi qui représente tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire parce que Dieu ne le veut pas, parce que nos parents ne le veulent pas, parce que la société ne le veut pas, c'est les interdits. Mais le ça, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Bon, maintenant, si on va dans cette petite fête, est-ce qu'on fait juste l'amour, juste un soir avec quelqu'un, et puis de toute façon, personne ne le saura? Nous, moi, moi, a envie de faire, vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas j'ai envie, le moi
a envie de faire. Et puis, le moi, mais le moi se pose des questions, faire ou pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on est tenté. Le ça nous dit, écoute, et puis juste un instant, écoute, tout le monde le fait, pourquoi tu fais pas? Tout le monde le fait, pourquoi tu fais pas? Et puis juste un instant, et puis ça change rien là, de toute façon. Écoute, de toute façon, tu es une étudiante, et puis qui ne fait pas ça? Écoute, donc ça va faire belle ta vie là. Le ça. Et puis toi, tu dis, ok, ah, donc je suis sûr que ma mère ne serait pas contente, ou je suis sûr que mon père ne serait pas content, ou je suis sûr que, écoute, Matthieu 15, verset 40, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Écoute, tous les versets qui sont sur les interdits du sexe pourraient aussi venir jouer dans le jeu là. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on ne fait pas ça? Donc, etc. Qu'est-ce que l'Église va dire là-dedans? Qu'est-ce que mon pasteur va penser? Etc., etc., etc. Donc, juste pour vous dire que une toute petite chose, là, c'est compliqué. Donc, c'est là qu'on parle de la dimension intra-individuelle. Ça se passe, là, tu parles pas à la personne, là, ça se passe à l'intérieur de la boîte noire toute seule, et puis ça fait, ça démontre l'importance de la dimension intra-individuelle ou intra-psychique. Et puis, il y a aussi une autre dimension, pour revenir à la proposition de Toise, c'est interindividuel situationnel, c'est-à-dire on est aussi, quand on est dans la psychologie sociale, on est dans cette dimension, donc un processus interindividuel dans une situation donnée, et les positions sociales des sujets ne sont pas considérées, c'est-à-dire comment arriver à rentrer dans les normes ou à faire respecter les normes suivant telle situation et aussi à faire évoluer ou à contrecarrer ou à faire respecter les normes. Donc, l'individu est toujours dans ce courant que Norbert Elias appelle en fait comme des nets, en fait. C'est comme le filet en français, c'est ça, le filet. Donc, le filet et le fil. Comment on peut arriver à s'en sortir donc, quand on est dans cette dynamique. Donc, il y a aussi le positionnel, c'est les interactions qui tiennent compte des positions sociales, le patron, l'employé, l'immigré, l'étudiant, le professeur, c'est-à-dire c'est comme l'étudiant a des obligations par rapport au professeur, mais le professeur aussi, mais sauf que le professeur a une position que l'étudiant n'a pas, etc. Donc, euh, l'inter-individuel, par exemple, on peut voir plus étudiant-étudiant, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible par rapport à ce qu'on a le droit de faire dans l'espace universitaire ou pas, et les rapports qu'on développe, donc, etc. Donc, c'est vrai, parfois, il n'y a pas de normes qui sont écrites quelque part, mais les étudiants, ils développent leur relation sur la base des normes. Et ces normes ne sont pas écrites, mais ces normes sont connues, par exemple. Je vous donne un exemple. Les étudiants, ils font des crédits. Et donc, ils achètent un crédit. En tout cas, il y a des étudiants qui vendent des accessoires, qui vendent des marchandises, qui vendent des vêtements, etc., qui vendent des services aussi. Donc, écoute, un camarade étudiant pourrait acheter, je sais pas, des affaires, mais on sait que par exemple, le principe veut que, par exemple, on paye. Donc, en même temps, étant donné que c'est un étudiant, il y a des pressions qu'on ne pourrait pas mettre. C'est-à-dire, mais tout ça, ce n'est pas écrit, mais tout ça, on est d'accord dessus que c'est compris entre nous. Donc, mais c'est pas écrit forcément. Donc, mais le positionnel, c'est pareil. Donc, écoute, même si le positionnel est plus, je dirais parfois, la plupart du temps, plus normé et puis plus institutionnalisé aussi, mais il y a quand même cette dimension à prendre en compte. Bon, je vais aller vite là. Donc maintenant, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle la dimension idéologique. La dimension idéologique, c'est-à-dire la culture, les croyances, les systèmes des valeurs, la culture, tous ces éléments qui participent à bien des égards dans ce qu'on appelle le niveau d'analyse en matière de psychologie sociale. Donc, maintenant, on peut dire que la psychologie sociale comme science, la psychologie sociale est une science empirique fondée sur l'expérimentation. C'est-à-dire, ce qui a donné naissance même à la psychologie sociale, c'est la tentative de construire une science expérimentale. Donc, la psychologie sociale est par essence une science de l'expérience. Ça ne veut pas dire que il y a aucunement, il y a aucunement une dimension
rationnelle, c'est-à-dire euh, explicative. Mais non, 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 mais vous savez, mais c'est juste la psychologie sociale euh, dans sa structure comme science, en fait, est pas comme le droit, par exemple. Le droit n'est pas expérimental, par exemple. Les sciences juridiques, c'est plus normative. Mais là, la psychologie sociale, c'est carrément dans l'expérience et puis dans la duplication aussi de l'expérience que la psychologie sociale trouve son fondement. Et puis, la psychologie sociale aussi articule le niveau individuel, qu'on appelle le psychologique, et le niveau collectif, ou communautaire, si vous voulez, qui est d'ordre sociologique de manière récursive. Ça veut dire autant que l'individuel peut influencer le collectif, autant que le collectif peut influencer l'individuel. Donc, comme troisième point qu'il faut retenir, c'est que la psychologie sociale dispose, on va dire, d'un objet, d'une théorie et d'une méthode. Donc, on avait expliqué qu'est-ce que c'est que l'objet de la psychologie sociale. On avait dit clairement que c'était l'influence sociale. L'influence sociale. Et puis, les théories, il y en a plusieurs. On avait nommé la théorie des représentations sociales. On a les théories sur l'identité. On a l'influence sociale. On a beaucoup de théories. Et puis, la méthode, c'est la méthode par excellence, la méthode expérimentale. Mais on utilise aussi la méthode d'enquête dans plusieurs recherches en psychologie sociale, telles que mes recherches avec Francky, euh, qui est là, mon assistant. C'est des recherches où l'on mobilise, par exemple, la méthode d'enquête euh, par questionnaire ou par focus group, par entretien, etc. Donc, c'est des méthodes qu'on utilise aussi en psychologie sociale. Et puis, on peut dire que la psychologie sociale, donc, enfin, utilise plusieurs niveaux d'analyse et puis c'est multiscalaire, c'est-à-dire on peut étudier un phénomène social à travers plusieurs niveaux intra-individuels, interindividuels, interindividuels de groupe, intergroupe ou positionnel, etc., etc., etc. Donc, on peut multiplier donc, les paliers en ce sens. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la psychologie, bon, il y a ce qu'on appelle autrui comme stimulus. C'est-à-dire autrui comme stimulus en psychologie sociale. Il y a aussi autrui comme réponse, mais aussi il y a autrui comme médiateur social. Donc la psychologie sociale s'intéresse à l'importance et au statut particulier d'autrui d'un triple point de vue. D'abord, cet autrui qui peut être comme un stimulus, c'est-à-dire la puissance d'autrui qui nous influence parce qu'on a vu quelqu'un dans la salle et là, on était en train de déclamer un poème et là, waouh, on est waouh. On était en train de défiler comme mannequin. Là, je pense à Francky qui est mannequin professionnel. Le fait de voir sa blonde dans la salle, et puis là, écoute, il explose. Là, donc, tout est devenu plus parfait. Donc, ou parce que la personne est là et puis tu boites et puis tu tombes. Donc, c'est aussi les risques de l'influence. Et puis, mais aussi autrui comme réponse, c'est-à-dire c'est à cause d'autrui, donc en fait, autrui comme comment on peut façonner l'autre, et puis autrui aussi comme médiateur social, comment l'autre pourrait aussi faciliter les médiations. Donc ça nous ça nous amène à deux questions fondamentales. Donc d'abord, c'est en quoi les processus mentaux supérieurs, états mentaux et comportements influencent-ils le comportement dans lequel ils se développent et se réalisent? Et la deuxième question importante qu'on pourrait se poser, c'est en quoi les processus mentaux et les états mentaux sont-ils influencés par le contexte social dans lequel ils se développent et se réalisent. Bon, moi je pense que ça nous permet, en fait, d'exposer, ça nous permet de poser la base du cours et de vous, je dirais, de vous inviter à réfléchir sur, sur le cours, mais aussi sur, euh, je dirais, sur ce qui vous attend dans le cours. Donc là, je pense qu'il vient, c'est ça, c'est le temps de peut-être
vous laisser je sais pas, de poser quelques questions et puis rapidement pour rentrer dans les devoirs et le syllabus avec vous. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.